Bonjour, bonsoir les Bogey Players et bienvenue pour l'épisode 7 du 19e trou, ton émission pour tout savoir de l'actualité du monde de la petite balle blanche. Je suis ici avec Alex, une nouvelle semaine, un nouveau setup, on n'est pas ensemble. Mais avant toute chose et avant de commencer et de se lancer dans le vif du sujet, n'oublie pas, si tu apprécies la chaîne, de t'abonner, de liker la vidéo. Nous, ça nous aide beaucoup. Ça nous permet de voir si ça vous intéresse et si on continue. Mais avant toute chose, Alex, comment vas-tu? Et on a hâte de savoir où tu te trouves. Bah écoute Pierre, très bien. Bah voilà, ben, c'est comme tu l'as dit, un setup différent. Je suis à Boston cette semaine, donc un setup un peu particulier, un décalage horaire aussi, puisque moi je suis en plein après-midi, il est un peu plus tard chez toi, donc voilà, pas un temps exceptionnel, mais ça fait plaisir de se retrouver pour parler un petit peu de l'actu golfique du week-end. Écoute, moi je te propose Pierre, sans plus attendre un petit peu, qu'est-ce qu'on a un peu au programme cette Ah oui, et semaine? comme toujours, toutes les semaines, hein, que tu sois là ou que je sois à un autre endroit, on se retrouvera ici. Mais en gros, cette semaine, on a eu un beau petit week-end avec un deuxième gros tournoi du PGA Tour qui a vu la coronation certainement des joueurs phares de l'année. On a eu de l'European Tour et on a surtout une grosse preview à faire pour le week-end prochain parce qu'on a la finale du livre. Donc vraiment, voilà, encore beaucoup de golf à discuter. Et je vais te lancer. Bon, commencer par me parler de la CJ Cup. Je sais que ton chouchou s'est pas trop mal débrouillé, donc je vais te laisser commencer. Bah ouais, exactement. Bah on en avait un peu parlé la semaine dernière. Voilà, McIlroy, on n'avait pas exactement dit tous les scénarios, mais il fallait qu'il fasse une bien meilleure performance que Scotty Scheffler pour redevenir numéro un mondial. Bah écoute, quand on lui dit ça, rien de plus simple, tu vois, il gagne tout de suite le tournoi, comme ça il évite toute discussion. Donc voilà, il a gagné avec un score de -17, un beau petit peu de rentrée sur les, une grosse fin de tournoi, même je dirais, sur les quelques derniers trous qu'il a fait sur le dernier tour, et il redevient numéro un mondial. J'avais vu une stat qu'on essaiera peut-être de vous mettre en vignette, c'est quand il était rentré numéro un mondial, on va dire, c'était il y a 10 ans maintenant, les 9 autres joueurs qui faisaient partie de ce top 10 mondial, il y en a certains qui sont encore plus ou moins là, DJ qui est 26e maintenant, qui était 8e à l'époque, puis il y en a d'autres comme des Hunterman qui était 10e à l'époque, qui sont maintenant plus de 1500e mondial. Donc on voit quand même que sur la durée de ces 10 dernières années, McIlroy, parmi les joueurs de l'époque, il est encore là. Donc, comme tu l'as dit, il a bien défendu son titre qu'il avait gagné à Las Vegas l'année dernière, une grosse fin de partie. Donc, moi, écoute, je suis hyper content, comme tu le sais. Mais toi, Pierre, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ce tournoi? Et qu'est-ce que tu t'as pensé un petit peu des résultats un petit peu de cette semaine à la CJ Mais Cup? non, mais tu fais bien de parler qu'il est arrivé un petit peu au pouvoir il y a 10 ans. McIlroy, il est arrivé sur le tour il y a quoi, une quinzaine d'années, un peu gras, un peu gros, pas très athlétique. Maintenant, c'est une bête et je pense que c'est là où tu vois que le golf a vachement changé. C'est un des joueurs les plus durables qu'on a eu ces dernières années, si ce n'est le plus durable. Il a eu ses hauts et ses bas aussi, des petites années où c'était un peu plus compliqué. Là, il est en, enfin, c'est pour moi, il faudrait regarder dans le résultat si ça l'est vraiment statistiquement. Mais pour moi, c'est l'une de ses plus grosses années ou celle dont on se rappellera de plus de sa carrière jusqu'à présent. Parce qu'il a fait, bon, au-delà des résultats, hein, 14 top 10 sur 21 tournois. Il a gagné la FedEx Cup. Il a de bonnes chances de gagner le DP World Tour. Il a été celui qui a pris la torche du PGA Tour et devenu son Superman, son Captain America, a bien porté la torche haut, fièrement, en disant je ne partirai pas. C'est les traditions de mon sport, c'est le PGA Tour, c'est grâce à eux. Enfin, il a été là sur tous les fronts, tout sur le front communication avec le livre qui arrive et en plus sur les parcours où bah, la seule chose qu'on va pouvoir lui reprocher sur cette année-là, c'est pas de gagner un majeur. Il a été absolument, ça a été un tueur sur les non majeurs en dernier tour. Là, il le montre encore. Il fait 4 birdies sur en gros les 6 derniers trous. Il finit par de beaux games. Il avait pris l'avance qu'il fallait. Mais enfin, ça a été un tueur sur tous les autres tournois, enfin tous les tournois hors majeur, et c'est juste le petit bémol. Pas de majeur cette année. Il l'avait presque dans la main à Saint-Andrews. Malheureusement, il l'a pas. Mais enfin voilà, je peux que aller dans ton sens. C'est une année, peut pas redire grand chose sur son année et c'est cool de voir ça. Tu sens qu'il était émotionnel. Il a repris la place numéro un. Il dit c'est vraiment beaucoup de boulot qui passe là-dedans. Donc c'était très cool à voir.
Enfin, un joueur que j'aime bien, pas mon préféré, mais c'était cool à voir et il le mérite. Il le mérite. Enfin, c'est la seule chose que je peux dire là-dessus, quoi. Bah ouais, et bah exactement. Après, ce qui est bien, c'est que ça montre aussi, je pense, que voilà, on peut, par force de régularité, je suis d'accord avec toi, il lui manque un majeur, un ou deux majeurs, ou même dans sa carrière, de manière générale, aller chercher d'autres majeurs. Mais c'est vrai que ça montre aussi finalement qu'une bonne régularité pendant l'année, il a quand même été quasiment tout le temps là, sur tous les tournois auxquels il a participé, et plus ou moins à jouer la gagne dans chacun de ces tournois, peu importe où c'était, même si finalement il finissait régulièrement, notamment dans les majeurs, entre la cinquième et la 15e place, mais il a Il toujours a fait été 4 là. C'est toujours il a plus. fait 4 top 8 en majeur. C'est facile. Voilà, donc 4 top 8 en majeur, donc même s'il joue pas la gagne, il est quand même là. Dans d'autres tournois, il a toujours été Ouais. plus ou moins là dans tous les tournois auxquels il a participé. Donc ça vient couronner, je pense, une très très belle saison, comme tu l'as dit. Et c'est un exemple de régularité. Et ça montre que voilà, il y a ceux qui arrivent majeurs et pas grand chose sur les autres tournois. Et il y a lui qui montre que voilà, il a été, c'est les récompenses de quelqu'un qui est bon, on va dire, et qui est très performant tout le temps. Donc ça me fait d'autant plus plaisir parce que je Et, l'adore. Mais donc voilà. et le petit, allez, le petit record, la petite stat aussi qu'il amène avec cette saison-là, c'est que c'est le deuxième joueur après Tiger Woods à gagner son tournoi d'entrée sur le PGA Tour de la saison suivante après avoir gagné la FedEx Cup. Donc il y a lui et Tiger. Donc déjà, quand tu as un record, quelque chose comme ça, où tu es seulement avec Tiger, ça veut dire quelque chose, même si là, bon bah, enfin, ce n'est qu'une victoire juste après avoir gagné la FedEx Cup, mais quand même, voilà, tu es avec si ce n'est le plus grand joueur de tous les temps sur le tableau des records. Donc, enfin, encore une grosse semaine de sa part. Après, on avait un super tournoi, on avait des très bons joueurs. On avait Ram, on avait Fleetwood, combien fini, Kitayama aussi. Non, mais donc un très bon deuxième tournoi sur le PGA Tour. Là, ça se calme un petit peu maintenant, mais en plus, un super parcours, je crois, voté le meilleur nouveau parcours en 2021 par Golf Digest ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, vraiment un super truc à regarder à la télé en plus parce que le parcours était magnifique. Ouais, exactement. Le parcours avait l'air vraiment très très beau. Puis comme tu le dis, il y avait beaucoup de beaux joueurs. On peut noter aussi Kurt Kitayama qui, sur ses 14 derniers tournois, fait une deuxième place. Donc lui, pareil, il est quand même présent en 2022. Il fait des bonnes performances, réguliers. Ki-H Lee qui finit aussi à la troisième place, qui fait du coup un beau tournoi un peu dans la foulée des dernières semaines. Et on a nos Européens, comme tu l'as dit, Fleetwood, Jon Rahm, et les Américains qui sont aussi là, Sam Burns qui est là encore, et Billy Horschel, Aaron Wise, Lee Hodges, Brendan Todd pour les autres. Donc c'était quand même un beau tournoi. Voilà, c'est sûr qu'on va pas développer beaucoup le tournoi. C'est vrai que c'est ce qui est beau dans ce tournoi, c'est que McIlroy gagne et prenne la place de numéro un. Mais voilà, il y avait quand même d'autres beaux joueurs, donc il est pas allé gagner un petit tournoi du PGA Tour pour devenir numéro un. Il a quand même gagné un tournoi avec un champ relevé, quoi. Mais est-ce que tu as vu par contre une petite aparté, cette petite histoire autour du putter de Shane Lowry? Ouais, qui casse son putter. Ouais, non, parce que ça c'est marrant, c'est un petit peu comme nous tous, tu casses ton putter au premier tour, bon lui, il a son agent qui lui en amène un, deux, trois après, mais bon, il s'est retrouvé dans je sais plus quoi, un Golf World pour s'acheter son putter, comme nous, bogey players que nous sommes, donc voilà, c'est la petite histoire marrante, je crois, où il a fait une petite heure de voiture pour aller trouver le bon putter, mais voilà, ça n'arrive pas qu'à nous d'aller acheter des clubs au Pro Shop, les pros aussi. Exactement, ouais. Ouais, parce que je crois que c'est un peu l'histoire. Pour ceux qui savent pas, en général, sur les tournois, il y a les camions du tour où on se dit il y a tout. Mais une fois que le tournoi a commencé, quasiment tous les camions du tour s'en vont et il en reste un qui fait un petit peu Ouais. office de secours, quoi. Mais il a pas non plus tout et notamment un putter qui est en général très particulier pour chaque joueur. Donc il n'avait pas forcément Shane ce qu'il voulait avoir dans ce camion-là. Donc c'est pour ça que ouais, il est parti faire une heure de route pour acheter deux putters, je crois. Il est dans un pro shop grâce à son agent, comme tu l'as dit, et grâce à Callaway. Donc c'est marrant quand même de savoir ça. Il est des nôtres, Shane. Mais on l'avait vu après sa victoire à Wentworth qu'il était des nôtres déjà, mais là voilà, ça confirme un petit peu. Je pense qu'on a fait le tour sur cette CJ Cup, hein. Enfin voilà, on a une belle victoire. Le titre un petit peu de cette CJ Cup, c'est Rory qui reprend le trône. Exactement. Ça y est, il reprend la tête mondiale. Et il va la garder, moi je te le dis, hein. Bah, c'est possible, hein, c'est possible. Bon, bah ouais, ben Question. non, je suis d'accord avec toi. C'était sympa, mais qu'est-ce qu'on avait un peu en Europe là? Il y avait du golf en Ouais, Espagne, non? ouais, bon, je pense qu'on essayait de repousser l'échéance parce que bon, bah, enfin, malheureusement, sur l'European Tour, c'était pas non plus le week-end le plus fun pour nous en tout cas.
parce qu'en plus, on n'avait pas de Français qui étaient un petit peu très bien classés en tout cas, qui nous faisaient un truc sympa. Mais on était à Mallorca où, euh, où voilà, pour vous refaire un petit peu le leaderboard, on a eu beaucoup d'Allemands. On a eu 3 Allemands dans le top 10, donc deux aux 2 premières places, et un joueur, Yannick Paul, qui a fait sa fac aux États-Unis, qui a fait du PGA Tour Canada, qui gagne le tournoi avec un super putt de 4-5 matchs, je dirais, au 18 pour birdie. Une belle victoire pour lui. On parlera, mais enfin, en fait, j'ai lu aujourd'hui que il me semble le top 10 qui n'a pas sa carte sur le PGA Tour du DP World Tour à la fin de cette année, en fait, aura sa carte sur le PGA Tour. Donc, il passe 12e. Donc, ça peut être hyper important pour lui et hyper cool d'ailleurs d'avoir une carte sur le PGA Tour l'année prochaine s'il finit top 10. Donc, la fin de saison, même s'il y a ceux qui rentrent, gardent la carte, ceux qui rentrent en finale et après le vainqueur, il y a aussi pas mal de petites carottes à prendre pour ceux qui se battent pour d'autres places un peu moins flashy, disons. Ouais. Non, mais c'est vrai, mais puis même quand on regarde un peu le leaderboard, on va vous le mettre en vignette, mais il n'y avait pas de gros noms, quoi. Déjà, deux Allemands en première place, et c'est vrai que ça fait longtemps que les Allemands n'avaient pas, déjà n'ont pas de joueurs un peu, on va dire, qui Depuis, sont, comment on appelle ça? depuis Keimer, c'est un peu difficile, ouais. Bah, il y a Keimer, il y a eu un petit Marseille C, mais ils ont aucun joueur phare un petit peu. Donc, enfin, Ouais. c'est compliqué. Après, voilà, ça fait toujours plaisir de revoir des Allemands qui gagnent, mais même quand vous regardez le leaderboard, Paul Waring, Ryan Fox, on les connaît, mais c'est pas non plus des joueurs, des top players, on va dire, du Tour européen, quoi. Donc, c'est vrai que, voilà, après, on avait encore d'autres joueurs, Dale Whitnell, Marcus Armitage, enfin, c'est pas mal, mais voilà, c'était un tournoi, qui était pas énorme, il n'y avait pas de gros noms, donc c'est vrai que c'était un peu délicat de voir ça, mais comme on le dit depuis plusieurs semaines, ça reste aussi des tournois où ces joueurs-là qui sont plus ou moins proches, donc là tu racontais l'histoire avec le PGA Tour du top 10, mais même ces joueurs qui sont aux alentours de la 120e ou un peu derrière, qui ont besoin de gros résultats, un gros résultat, même dans un plus petit tournoi, leur suffit presque à une bonne majorité, ou en tout cas ceux qui sont proches pour garder leur carte. Donc c'est pour ça que, et ceux qui sont quasiment sûrs d'aller à Dubaï pour la finale, ne viennent pas jouer ces deux petits tournois, se reposent et se gardent un peu de jus, on va dire, pour la finale. Donc c'est vrai que c'était pas les plus gros joueurs, mais il y avait quand même un peu de jeu et c'était sympa. Ryan Fox, ça fait plusieurs fois qu'on le voit ces dernières semaines, donc le mec est en forme quand même, il va arriver en forme, je pense. Il fait encore une belle semaine avec un top 10. J'allais dire que Ryan Fox était un petit peu la tête de gondole de ce leaderboard parce que bon, il a gagné presque, je crois, 2 fois cette année sur l'European Tour, donc un super joueur. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas le bon, bah, c'est les tournois de fin de saison un petit peu là où les meilleurs prennent un petit peu de repos avant les 2 derniers tournois de l'année. Mais voilà, un week-end où, enfin, il avait l'air de faire beau à Majorque, ça, ils ont pu en profiter. Et tu vois, juste d'y penser comme ça, on parlait des meilleurs joueurs allemands actuels où il y a pas de tête de gondole où tu te dis tiens, ils ont un joueur du top 50, un joueur du top 30. On peut, je trouve, assez bien comparer l'Allemagne à la France en ce moment, tu vois, un petit peu. Et encore, je pense qu'on est meilleur. Mais Ouais, c'est ça, j'allais dire, je suis ouais, d'accord avec toi, mais je pense qu'on est un peu au-dessus. pas mal de joueurs un petit peu du ventre mou, aussi allez, péjoratif que ça peut sortir enfin, le son de ma bouche, tu vois. Mais un petit peu, pas mal de joueurs du ventre mou qui, bah voilà, eux, récupèrent une victoire et une deuxième place cette semaine, mais un petit peu dans le même style que nos Français, avec un groupe assez homogène, bien compact, mais pas encore ce tête de file qui tire le pays vers le haut, vraiment, quoi. Ouais. Non, totalement d'accord avec toi. C'est vrai que alors, pourtant d'habitude, c'est plutôt moi qui suis un peu dur avec nos Français, mais là, j'aurais quand même envie de dire qu'on est encore un peu meilleur quand même que les Allemands. Si on regarde un peu le top 5 des joueurs français et le top 5 des joueurs allemands, d'un point de vue classement mondial, d'un point de vue classement européen, je pense qu'on est quand même un peu mieux. Mais on est très comparable avec eux, ça, je suis d'accord avec toi. Ouais, Mais bon, ouais. je pense qu'on est quand même un tout petit peu mieux. Voilà, sur la durée. Après, parce que les Allemands, ça fait quand même très longtemps que j'en ai pas vu. Mais bon, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, on est quand même beaucoup plus comparable à un pays comme l'Allemagne que d'autres pays. Mais bon, Ouais. voilà, c'était un petit peu ce qui s'était passé, voilà, à Majorque, ils ont eu beau temps, je suis d'accord avec toi. Mieux que moi à Boston, ça, je peux te le confirmer. Mais voilà, c'était sympa pour eux, et encore une fois, une semaine de plus qui passe avant la finale de la race, quoi. Ouais, ouais. Écoute, ouais, mais donc on peut faire un petit peu le saut. On a mentionné nos franchises, où on avait une douzaine de Français qui jouaient à Majorque cette semaine. Je vais te lancer, tu vois, mais je vais aller dans ton sens pour te lancer. C'est qu'on a eu une semaine très très moyenne de nos Français. S'il y en a que 4 qui passent le cut. Euh,
qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette semaine? Moi, j'aurais un petit message pour un de nos joueurs français juste après, où je prendrai une petite minute, un petit monologue comme ça pour errer ma frustration, on va dire. Mais je te laisse commencer pour nous faire un peu le recap. Bah, tu le sais, hein, je pense que ceux qui commencent à nous regarder et qui regardent un petit peu mon avis sur les Français, une semaine classique, une semaine française, j'ai envie de dire. 4 joueurs sur 12 qui passent le cut. Meilleure place, 16e, Mike Lorenzo Vera avec un total de -9. Régulier, 67, 70, 70, 68. Notre meilleur français cette semaine. Un top 20, voilà. Mais sauf, c'est bien, hein, mais sauf que c'est notre meilleur joueur. Donc, après, on passe à Julien Brun, 37e, -6. 58e Romain Roussel, on commence déjà à être un peu loin. Et puis après, on finit avec Grégory Bourdi, 68e. Voilà, les 8 autres qui passent pas le cut. Notamment, moi j'avais parié, si ceux qui avaient suivi la semaine dernière, j'avais bet sur Fred Lacroix, passe pas le cut. Voilà, je suis toujours assez intéressant. Et j'avais parié aussi sur Diego Dupin. D'ailleurs, on a eu quelques infos d'ailleurs depuis sur Diego Dupin. C'est un joueur professionnel, un pro PGA en fait, qui a eu son invitation pour le tournoi, qui a eu une petite carrière amateur en Europe il y a quelques années et qui a dû se lancer parce que maintenant il est en Espagne. Il fait +9, voilà. Qui avait joué les Championnats du monde amateur par équipe en Ouais. 80, dans les années 90, si je ne me trompe pas. Voilà, un ancien sûrement très bon joueur, mais bon, voilà, 115e, j'ai encore eu le nez fin et bah, je vais te lancer, Pierre, parce que je sais Non, pour mais qui est ton message et je vais te lancer le joueur sur qui t'avais parié, je vais pas vous faire un rébut, il a joué qu'un tour, il est français, il a pas très bien joué, et je cite. Victor Dubuisson. J'ai un message pour Victor Dubuisson. Je pense avoir été le dernier qui lui faisait confiance au point de parier sur lui. On peut faire un petit rewind de la vidéo de la semaine dernière. Et pour un autre Français, moi je dis que Victor Dubuisson, il passe le cut cette semaine. Ah. Et il joue 4 tours. Ah oui, alors ça c'est pareil, c'est une belle cote. C'est certainement une belle cote aussi. Non, 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 non. Pas 4 tours. Il a fait un tour. Et là, il nous a fait tu vois, il nous a fait un petit spin move, il nous a évité. Non, il n'a pas abandonné. Il s'est fait disqualifier parce qu'il s'est trompé de score sur sa carte de score. À d'autres. Il faut arrêter de me la faire. Là, c'est bon. Je mets Victor dans mon cimetière de joueurs à ne pas parier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je m'interdis jusqu'à la fin dernier jour des Bogey Players de parier sur Victor Dubuisson. Autant que je lui souhaite tout le meilleur, qui attrape ses meilleurs poissons, qui s'il veut faire ses meilleurs scores, et je serai toujours derrière lui à le supporter. Mais je ne parierai plus jamais sur toi, Victor. C'est terminé. Tu as détruit toute la confiance que j'avais en toi. J'espérais encore, je poussais de toutes mes forces. Eh bien, je dois voir que ce n'était pas assez. Ce n'est pas assez, donc j'abandonne. Je lève le drapeau blanc, paix. Je me rends. Je ne prendrai plus Victor. Je pense avoir été le dernier, avoir été derrière toi, Victor, et je suis vraiment déçu parce que vraiment j'ai envie que tu joues bien. Et donc voilà, un petit peu, c'est terminé entre toi et moi, Victor, c'est terminé. Voilà. Voilà, on peut passer au sujet suivant. J'ai fini mon monologue, j'ai erré mon mauvais karma et j'ai besoin de passer à la semaine prochaine. Voilà, j'ai besoin de passer à la semaine prochaine. Enfin non, d'ailleurs, il y a des trucs dont on va parler chez les Frenchies cette semaine encore, mais pour Victor, voilà, c'est terminé. Voilà, si vous nous avez écouté, vous avez entendu la frustration de Pierre. Je crois qu'il y a quelque chose qui est cassé. On peut assimiler ça, mais on peut reprendre le cours du podcast normal, c'est bon. Mais voilà, il y a quelque chose qui est cassé. Alors Pierre est très fort en rébut, mais il est aussi très frustré. Il laisse beaucoup de chance, mais là, je crois que c'est terminé, Victor. Si tu nous écoutes, va falloir que tu rames pour récupérer la confiance de Pierre. Mais comme tu l'as dit, Pierre, il y avait quand même aussi la Coupe d'Europe des clubs chez les amateurs. Exactement. Parce que parlons de Français qui se donnent, qui ont du succès. Eux, ils méritent qu'on parle d'eux à l'antenne. Voilà. Et donc, Cannes-Mougins a gagné la Coupe d'Europe des clubs. C'est assez récurrent, je pense, des clubs français. Je pense qu'on gagne assez souvent la Coupe d'Europe des clubs parce qu'on a toujours, je pense, une culture club qui est très forte en France,
avec des superbes équipes qui en plus font beaucoup d'efforts pour les jeunes, pour les bons joueurs, pour les aider financièrement, pour les aider avec l'encadrement. Donc c'est hyper cool de voir que nos clubs français, là le champion de la Coupe Lignel, qui va nous représenter au Portugal, il me semble, et qui gagne. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Ouais, exactement. Donc pour ceux qui ne le savent pas, on avait parlé de la Coupe de France il y a quelques semaines, donc une compétition amateur où trois joueurs représentent chacun leur club licencié en France. Et le vainqueur de cette Coupe de France, du coup la Lignel, va représenter la France du coup en Europe. C'était au Portugal. C'était Cat Mougin qui avait gagné. Si vous vous rappelez, on avait parlé de la grosse performance de Tom Vaillant. C'était juste après les championnats du monde amateurs ou après la 5e place ou 6e place avec l'équipe de France chez les amateurs. Il avait fait une grosse semaine avec 4 tours, dont 2 fois -8, je crois, quelque chose d'exceptionnel. Et ben là, il a encore emmené son club à la gagne avec Thomas Muller et un autre Français, avec Nicolas Muller, pardon, et un autre Français. Il a encore gagné en individuel, donc c'est vraiment un super joueur. Il est vraiment très en forme en ce moment parce qu'au-delà de s'affronter avec des Français à la Coupe de France, là, c'était avec des joueurs européens. Alors, je ne vous garantis pas qu'il y ait les meilleurs joueurs européens, mais il y en avait quand même des bons. Et il a encore gagné un score de -3 total. Donc, vraiment une grosse performance de Tom Vaillant encore. Et du coup, félicitations au club de Cannes-Mougins, qui est du coup champion d'Europe. La dernière fois, le dernier club français qui avait gagné, c'était l'Aboulie, le Racing Club de France de l'Aboulie, qui a gagné en 2018. Et pour la petite histoire, on est du coup champion d'Europe chez les hommes et chez les femmes. Donc c'est une belle année pour les Français, puisque la semaine dernière, l'Aboulie, justement chez les femmes, s'était imposée à la Coupe d'Europe féminine. Donc voilà, nos clubs français brillent un peu en Europe, si je puis me permettre. Bien vu, Alex. Et c'est vrai que j'avais vu passer les filles, parce que je me rappelais. Parce que c'est les 20, celles qui gagnent la Golfers, pour le coup, par contre, qui vont, je sais pas, Coupe d'Europe dames, c'est ça? Parce que c'est bien la Bouli qui a gagné la Golfers, il me semble. Exactement, je crois que c'est Ouais. ça. Faudrait vérifier, mais je crois que c'est ça, oui, parce qu'il n'y a pas de Coupe de France pour les femmes. C'est ce que j'allais dire. Ouais, non, mais écoute, c'est trop, enfin, c'est trop bien. Et je pense que, tu vois, comme je disais un peu, je pense que c'est la culture club. Je sais pas comment ça marche en Europe. Et tu vois, tu disais la 2018, la dernière victoire. Donc j'aurais pensé qu'on en a gagné plus récemment encore. Mais de souvenir, on est à chaque fois dans le top 3. Et c'est là où moi je trouve la culture club en France qui est hyper cool et qui marche bien et qui, j'espère, va nous pousser des champions sur l'European Tour, pour jouer à la place de Victor Dubuisson sur l'European Tour, et qui seront là. Et ouais, tout à fait d'accord avec toi, Pierre. Et surtout, on avait aussi, pour terminer un peu sur les amateurs et les franchises, on avait les filles. Donc l'équipe de France qui avait représenté, les filles qui avaient représenté l'équipe de France au championnat du monde amateur, du coup qui était aussi au Golf National et à Saint-Dans-la-Bretèche, Constance Fouillé, Maëlys Lamour et Varane Naek, jouaient cette année, ce week-end plutôt, les championnats du monde. Donc elles ont fini septième. Je suis pas du monde junior, ouais. Donc je sais pas exactement ça va être. Moins de 21, je crois, ou un truc comme ça. Ça va être du moins de 21. Et après, je sais pas si Constance Fouillet, c'était la troisième. Les deux autres, Varaina, je suis désolé si j'écorche son prénom, je pense, et Maëlys aussi. Mais je suis pas sûr si la troisième Si, c'était c'était la elle même aussi. équipe. C'était la même Ok. équipe. J'ai vu un article de la Fédé qui disait que c'était la même équipe. Mais Ouais. ouais, non, donc elles ont fini Et septième du championnat du monde. septième place. Écoute. Voilà. Donc C'est, c'était c'est, quasiment la même chose hein, que le tournoi. Hein. C'est Ah juste qu'il non, y avait beaucoup d'âge. et chez les juniors, c'est hyper compétitif aussi. Et plein de pays qui sont hyper forts. Donc, non, encore voilà, une belle petite place. Elles avaient glissé un petit top 10 aussi, je crois, je sais pas, du monde amateur par équipe, Ouais. si je me trompe pas. Euh, on a fait le recap de la semaine, il me semble, hein. Ouais. On a couvert les sujets du week-end que nous pensions ou que nous voulions couvrir avec vous. Je pense on peut passer à le week-end prochain où là, je pense qu'on va se concentrer sur un tournoi ce week-end particulièrement parce voilà, pas de spoiler, c'est le dernier tournoi de la saison régulière sur l'European Tour. C'est un nouveau tournoi un petit peu lambda sur le PGA, mais on a la finale du Live à Miami. Exactement. Bah, comme tu l'as dit, ouais, c'est la finale du livre. C'est pas le même format que les 8 ou 9 autres étapes qu'on a eues. Là, c'est vraiment un tournoi que par équipe. Bon, encore une fois, moi je suis pas un grand fan du livre. Bon, on va voir un peu ce que ça donne parce qu'ils arrêtent pas de nous vendre que c'est avant tout pour les équipes qui font ce tournoi pour que ça les fait revivre, alors qu'en vrai, tout le monde entre guillemets s'en fout un peu du tournoi par équipe. Donc on va voir. Là, c'est un tournoi 100% par équipe. Écoute, moi Alors, j'ai pas grand chose à dire de plus. ouais. Hein.
Mais non, mais je vais vous présenter parce que moi, je suis assez, enfin, je dois avouer que je suis assez, j'ai hâte de voir ce qui va se passer ce week-end parce que ils m'ont un petit peu chauffé le livre quand même. Parce que si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir sur le site ou sur le compte Twitter ou certainement Instagram du livre. Ils ont une vidéo qui explique le format. Et la vidéo est super bien faite. Franchement, elle m'a donné envie de regarder ça ce week-end. En gros, dans le livre, on a 12 équipes de 4 joueurs. On a les 4 premières. On va vous mettre la petite vignette du tableau de match un petit peu. Mais en gros, les 4 premiers sont dispensés de quart de finale. Donc, il y a 8 équipes, les 8 équipes restantes qui se battent pour une place en demi-finale. Et en fait, les équipes de 5 à 12, en fait, la meilleure va choisir, tiens, je veux jouer contre telle équipe sur le premier match. La sixième va choisir, tiens, je veux jouer contre telle équipe. La septième et la huitième. Donc, ils choisissent, chaque équipe, les mieux classés choisissent leur adversaire. Ils jouent un match contre cette équipe où ça va être 2 simples, un foursome. Chacun des matchs rapporte 1 point. Et donc, si on gagne 2 points, on passe au tour suivant. Tour suivant, même mécanique. Les 4 équipes déjà qualifiées vont choisir leur adversaire en fonction de leur classement. Et là aussi, on aura 2 simples et un foursome. Même mécanique, 2 points gagne et on part sur la journée à 4 équipes. Où là, pour les 4 équipes, par contre, on passe sur du stroke play. Donc la même formule qu'ils avaient actuellement sur les tournois classiques, mais sauf que là, il y a 4 équipes, 3 meilleurs scores par équipe, et on se bat à mort pour un prix de je ne sais plus combien de dollars. Enfin voilà, ils en ont plus besoin maintenant. Mais tu vois, franchement, j'ai trop hâte de regarder. J'ai trop hâte de regarder avec ces changements de format, ce mix, malgré que voilà, toujours pour moi le champ est un petit peu limité. Je vais regarder parce que c'est au Trump Miami Doral. Va y avoir Donald Trump qui joue le Pro-Am, donc on va avoir à mon avis des vidéos et du contenu assez marrant dans les jours avant. Moi, j'ai trop hâte. Après, à voir si c'est bien ou si c'est pas bien, mais j'ai trop hâte de voir ce que ça donne. Non, mais le format, je suis d'accord avec toi, est intéressant. Malheureusement, c'est le champ de joueur qui va le rendre inintéressant. C'est-à-dire qu'un foursome et deux match play, c'est un truc que nous joue souvent, que l'on joue souvent en tant qu'amateur, notamment dans les championnats de France et certaines compétitions amateurs. Donc c'est hyper sympa comme format. Mais les déséquilibres entre certaines équipes fait qu'il va pas vraiment y avoir de match avant peut-être les demi-finales que tu as évoquées quand certaines équipes auront fait leur premier match, voire après du coup quand il en restera que 4 avec les têtes d'affiche et du coup on n'est plus dans ce format-là. Donc c'est vrai que en fait le Et format est je me- bien sur le papier, mais le déséquilibre des niveaux de chaque équipe fait que ça va être pour moi décevant. Alors, je pense qu'en fait, va pas y avoir trop de niveaux tu vois, de différence de niveau parce que là, les 8, huit moins bonnes équipes vont se jouer ou les 4 meilleurs vont en sortir, mais je pense pas qu'il y ait, tu vois, à voir, hein, mais je pense pas qu'il y ait des écarts de niveau à tel point que on se fasse chier à ce point-là. Excusez mon langage. Mais je viens de checker, le dernier jour, la finale, c'est les 4 scores qui comptent. Les 4 scores qui comptent. Donc, t'as pas le droit à l'erreur. Et donc, ça, c'est sûr. Enfin, dimanche, je suis devant parce que j'ai envie de voir. Enfin, je sais pas pour combien ils jouent enfin, pour combien de dollars ils jouent, mais c'est un truc, enfin, des batailles autant que ça soit 4-12 d'index ou 4 professionnels. Enfin, là, pour le coup, 4 x 4, 16, qui vont jouer pour un montant énorme d'argent. Je vais avoir envie de regarder parce que il y a des mains qui vont trembler. Il y a peut-être des caleçons qui vont avoir besoin d'être changés. Enfin, voilà. Moi, je suis all-in sur le livre ce week-end pour regarder et voir ce que ça donne. Ouais. Ouais, mais après, ouais, bah, encore une fois, hein, ouais, c'est une question de point de vue, mais moi, c'est pareil. Moi, je te dis que je suis d'accord, que ce soit en fait, mais que tous c'est le même niveau, c'est ça que je veux dire. Qu'ils soient tous professionnels ou tous 50 d'index, mais là, on va avoir un Cameron Smith en fonction de l'équipe qu'il affronte, qui peut affronter un mec qui était il y a 2 ans sur le Japan Tour et qui, voilà, il joue pas mal, mais un niveau quand même à côté. Il n'y a pas de match, encore une fois. Donc c'est ça qui va être un peu dommage, je pense. Et quand on va avoir que des équipes qui sont plutôt en forme avec que des mecs qui jouent bien, on va passer sur le tour en stroke play, donc plus de matchs, alors que moi c'est un peu ça que je trouvais intéressant dans ce format, le format match. Alors oui, il y aura toujours les quatre scores comptent, donc c'est marrant, mais ça reste du stroke play chacun de son côté, et c'est pas le format un peu match play, un peu foursome qui nous attire tant. Donc moi je suis encore un peu dubitatif, ça se trouve, je reverrai mon point de vue la semaine prochaine quand on vous fera le débrief, parce que moi aussi, en rentrant des US, je vais regarder ça ce week-end,
Mais pour l'instant, voilà, je suis quand même assez sceptique sur ce dernier tournoi. Pas forcément sur le format, parce que je trouve que c'est un très bon format qu'ils ont choisi, mais plus sur le fait que pour l'instant, ils s'adaptent pas au champ de joueurs. Mais tu vois, et là, je relisais aujourd'hui, et là où ça me fait peur, c'est que le livre va mettre absolument tout ce qu'ils ont derrière ce tournoi pour aller finir l'année en beauté, j'ai envie de dire, pour dire, bon, bah tiens, voilà, la première année de chauffe, elle s'est pas trop mal passée pour nous. Hein, c'est ça le bilan qu'ils vont vouloir, je pense, dresser. C'est qu'ils ont rattrapé quand même pas mal de stars. Pas, c'est pas des champs que je suis d'accord avec toi encore, des champs de tournois de golf où tu as vraiment envie de regarder. T'as pas toutes les stars qui sont là. Ils ont réussi à en choper quelques-unes et je pense qu'ils vont mettre les petits plats dans les grands là cette semaine. Et enfin, je regardais, ils font des concerts tous les soirs et trucs comme ça. Ils ont The Chainsmokers qui viennent, ils ont Nelly. Enfin, tu vois, ils vont avoir Donald Trump qui joue le programme. Enfin, les mecs mettent absolument tout ce qu'ils peuvent derrière euh, pour finir en beauté, apothéose, et année prochaine, on part sur de nouvelles bases, sur leur nouveau modèle un petit peu, et on lance une vraie année livre où ils essayent de confirmer. À voir s'ils y arrivent encore une fois, et enfin, on en débattra la semaine prochaine pour voir ce qu'on en a pensé et où va ce tour qui essaye, enfin, que McIlroy essaye de détruire, en quelque sorte. Exactement. Bah voilà, bah c'était un peu ça. Donc c'est comme tu l'as dit ce week-end, on a le livre, donc on a fait un focus parce que c'est vrai que c'est un peu particulier à chaque fois et puis là c'est encore un format différent. Mais on a aussi le dernier tournoi de la saison sur l'European Tour, le DP World Tour au Portugal et ça va être un peu le juge de paix si je puis me permettre puisque c'est le dernier tournoi comme tu l'as dit de la saison régulière. Donc, parce qu'après nous avons un tournoi un petit peu restreint, le Netbank en Afrique du Sud qui est certain avec un petit champ de joueurs et c'est les meilleurs. Et après on a la finale du TP World Tour à Abu Dhabi ou à Dubaï. Et donc là le dernier tournoi de la saison régulière. Et Pierre, t'es frustré, mais je te le répète, il est là. Victor Dubuisson est dans le champ chez nos Français. J'allais dire, c'est que tu parles de, tiens, c'est une semaine importante pour ceux qui veulent garder leur carte. Eh ben Victor Dubuisson, il est 114e à la Race to Dubaï. Je crois qu'il y en a 117 ou 118 actuellement qui gardent leur carte avec voilà, ceux qui viennent du PG Tour, etc. Mais voilà, Victor est dans le champ. Il va jouer 4 tours, un tour, 2 tours, 3 tours, je n'en sais rien. Je ne me prononcerai pas, mais il est là. On a quelques-uns de nos têtes d'affiche françaises, ce qui allez, enfin, m'a pas surpris, mais je pensais qu'ils allaient prendre les 2 semaines off là entre le dernier en Espagne et celui-là avant de partir en Afrique du Sud au Netbank. Mais on a Rosner, Pavon et Pérez déjà, qui sont nos trois, on va dire, têtes de liste françaises qui sont là. Donc même moi, presque un peu surpris qu'ils soient là. Mais non, mais on a un dernier tournoi au Portugal où voilà, c'est le moment où ça va couper des têtes pour ceux qui gardent la carte et aussi pour ceux qui vont jouer en Afrique du Sud, puis dans les Émirats, enfin oui, au DP World Tour Championship. Mais t'es sûr qu'ils ont tous les droits, tous les trois accès au Netbank, Pérez, Rosner et Pavon? Parce que de mémoire, il y en a que 40 ou 50 qui y vont, c'est un tout petit champ de joueurs, voire 30 qui vont là-bas. Je pense Et qu'il ben, tu faudrait vois, peut-être regarder. c'est une bonne question et tu as certainement plus d'infos que moi parce que j'imaginais que ces deux tournois en fin d'année soient un petit peu réservés pour cela, mais ça se trouve, tu as raison et c'est un joint. J'ai pas regardé particulièrement Bon, les on règlements. vous le redira dans tous les cas dans le prochain épisode, mais à vérifier, parce que je crois qu'ils n'avaient pas forcément tous accès, donc c'était peut-être pour faire un dernier tournoi avant d'aller à Abu Dhabi. Mais à Alors, vérifier, on vous le redira. bah alors, ils ont bien raison si c'est pour ça. Mais non, mais voilà, un dernier petit tournoi, ils se font au Portugal, il me semble, oui, au Portugal. Donc, voilà, pas enfin, un champ de joueurs, encore un dernier tournoi de saison régulière. Ça va se battre pour battre la carte, enfin pour gagner la carte. Je crois qu'il y a Fred, bon, enfin, Victor, qui est dans ce cas-là aussi. Donc voilà, enfin une dernière opportunité pour eux. J'ai pas grand-chose d'autre à dire à part de les encourager et de leur dire bon bah tiens c'est ta semaine et profites-en et envoie du bois. Exactement. Enfin, je crois que Fred Lacroix, c'est sûr que s'il fait pas une bonne perte, dans tous les cas, il garde pas sa carte.
Et Victor, je crois qu'avec son premier tournoi, même s'il il marque pas de points, il peut encore potentiellement rester dans ceux qui sont du bon côté de la barrière. Je puis dire, c'est pas sûr, mais il est même pas obligé de faire une bonne perf, je crois. Ça va. Enfin, s'il joue pas, il a pas les cartes entre ses mains. S'il passe pas le cut, il a pas les cartes entre ses mains. Mais je crois qu'il peut potentiellement aussi avoir une chance de rester, même s'il finit pas le tournoi, juste grâce à sa grosse performance en début de saison. Alors que Fred Ouais. Lacroix, ouais, comme tu l'as dit, il faut qu'il envoie du bois parce que sinon, ça peut être compliqué. C'est retour au Qualification School pour essayer de retrouver une carte sur l'européenne. Sinon, c'est Challenge Tour l'année prochaine. Donc, ouais, ça va être compliqué. On va leur souhaiter tout le meilleur, comme tu leur as dit. Ouais. Et après, on a aussi un autre petit tournoi sur le PGA Tour Ouais, ouais, ouais. dans les Bermudas. Donc, ils vont aller sur une petite île, enfin dans les petites îles sympathiques. Le champ enfin anonyme. Ça repart sur les deux premiers tournois qu'on avait du PGA Tour, je trouve, où tu as quelques bons joueurs qui viennent, enfin des bons joueurs je vais dire du deuxième tiers du classement mondial et encore. Mais on devrait avoir voilà une semaine avec certainement encore du suspense, encore beaucoup de birdies, parce qu'en général sur ces parcours-là ils font beaucoup de birdies ces mecs-là quand ça pitch, trucs comme ça. Je ne connais pas le parcours, mais voilà encore une semaine là, enfin on arrive un peu dans le ventre mou du début de saison PGA Tour et on prépare la fin de saison European Tour en fait. Là. Exactement. Ouais, là, comme tu l'as dit, je suis en train de regarder un peu la liste en direct. On a quelques gros noms, mais c'est pas des gros joueurs actuellement. Enfin, on a quand même Thomas Detry qui y va. On a John Ouais, Daly, on a Luke Donald, mais voilà, on n'a pas non plus Robert Garrigurs pour ceux qui le connaissent, Bill Haas pour ceux qui le connaissent. Voilà, bon, ça reste pas comme tu l'as dit. vainqueur du Tour Championship avec ce fameux chip dans l'eau, hein, si vous vous rappelez au 17 là. Exactement. Mais c'est vrai que ça C'est reste énorme. un champ assez léger, hein. Aaron C'est Rai. assez léger et je pense qu'on n'a pas besoin de s'éterniser dessus dans tous les cas. Euh, Nick mais non, Whiteley. et donc on a un bon week-end de golf où là, en fait, avec le manque de tournois sur le PGA Tour et sur l'European Tour, on va pouvoir se concentrer sur le livre, regarder du début à la fin sur YouTube, parce que c'est disponible sur YouTube gratuitement, du trou numéro 1 au trou numéro 18. Et non, mais ça va être cool, parce que voilà, on va vraiment avoir un peu, je pense, une image de ce qu'ils veulent construire avec ce dernier tournoi qui, je pense, ça va être du too much en fait. Ça va être too much et c'est là où je pense que je vais être déçu. Mais ils vont tout mettre dedans et ils vont balancer à fond pour essayer d'attirer d'autres joueurs l'année prochaine. Avec, ils vont nous faire leur recap de Money List après où DJ leur a pris 60 millions. Enfin, j'en sais rien. Mais ça sera exubérant et voilà, on aura un week-end où on pourra faire un gros, gros débrief live la semaine prochaine. Pour l'une des premières fois, on va se dire, tiens, c'est le sujet du 19 trou la semaine prochaine presque. Ouais. Bah ouais, voilà, je crois qu'on a un peu parlé de tout. On a parlé de tout ce qui s'est passé ce week-end. On a un peu parlé de ce qui allait passer de ce qui allait se passer le week-end prochain. C'était un bon podcast. Voilà. Donc, encore une fois, si vous êtes arrivé jusque-là, vraiment, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez nos vidéos, essayez de nous suivre et de nous donner un maximum de feedback. Et voilà, on écoute tout, on écoute tous vos retours, on essaye d'améliorer en fonction de ce qu'on peut faire ou pas. Vraiment, c'est très important pour nous. Donc voilà, on a commencé comme on l'a dit, on fait des shorts. Si vous aimez, si vous aimez pas, vous nous le dites sur les différents réseaux sociaux. Vraiment, n'hésitez pas à liker, à nous donner un maximum de retours. C'est comme ça qu'on peut avancer et essayer de faire grossir un peu notre communauté de golfeurs qui nous suit et qui essaye et qu'on essaye voilà d'aller un peu plus loin, de fournir un peu plus de contenu, d'aller chercher d'autres choses qui pourraient vous intéresser. On est assez ouvert sur pas mal de sujets. Donc vraiment, si vous êtes un arrivé là, bah dites-nous et essayez de voilà de nous suivre et de liker un maximum nos vidéos. Écoutez, bah ouais, j'ai rien à dire de plus et on se dit à la semaine prochaine et faut que ça zip. Exactement. À la semaine prochaine, faut que ça zip. À bientôt. À plus.